Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Dialogue Fidelity, consacrée à notre gamme de portefeuilles gérés. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle David Wolf et je suis le gestionnaire de portefeuille principal des portefeuilles gérés de Fidelity. Je me suis joint à Fidelity il y a 13 ans, après avoir travaillé à la Banque du Canada, où j'étais conseiller du gouverneur Carney. Auparavant, j'ai passé 12 ans comme économiste et stratège chez des courtiers en investissement canadiens et américains. Avant d'entrer dans les détails de ce que nous faisons et de la façon dont nous travaillons, j'aimerais préciser que je représente seulement une partie de la grande équipe qui contribue à la gestion de nos portefeuilles gérés. Je fais partie de l'équipe de répartition mondiale de l'actif basé à Boston, qui gère 1300 milliards de dollars en solutions multi-actifs pour les investisseurs nord-américains. Notre équipe ici à Toronto est responsable d'adapter ces solutions aux besoins des investisseurs canadiens. Dans ce cadre, mon co-gestionnaire David Tulk et moi-même bénéficions de l'appui du vaste réseau de Fidelity et de ses ressources approfondies, notamment 26 analystes de recherche dédiés précisément au soutien de nos décisions de répartition de l'actif. Alors, quelles sont les décisions que nous prenons? Elles se répartissent en 3 grands volets. Premièrement, nous établissons la structure de base des portefeuilles gérés avec différentes allocations stratégiques de catégories d'actifs afin de répondre aux investisseurs ayant des objectifs et des tolérances aux risques différents. Par exemple, notre portefeuille revenu comporte une plus grande pondération en titres à revenu fixe et au Canada, tandis que notre portefeuille croissance mondiale est majoritairement composé d'actions de partout le monde. Deuxièmement, nous faisons appel aux meilleurs gestionnaires actifs de Fidelity pour la sélection des titres au sein des différentes catégories d'actifs. Dans ce processus, nous recherchons non seulement des gestionnaires performants, mais aussi des expertises complémentaires afin de constituer un portefeuille bien diversifié sur le plan des régions, des styles, etc. Troisièmement, nous gérons activement ces répartitions en ajustant notre position entre gestionnaires et catégories d'actifs en fonction de l'évolution de nos perspectives. Grâce à cette approche, nous avons 2 façons de gagner. La valeur ajoutée par nos gestionnaires grâce à la sélection des titres et celle que nous générons grâce à nos allocations tactiques. À mon avis, la solidité de cette approche se reflète clairement dans notre performance à long terme. En ce qui concerne l'environnement actuel, nous avons apporté des ajustements importants à notre positionnement au cours des dernières années, conformément à notre processus de répartition de l'actif, afin de nous adapter à un monde qui continue d'évoluer. Le changement le plus important que nous avons observé concerne ce que nous décririons comme une baisse de la fiabilité des États-Unis sur les plans géopolitiques, financiers et économiques. Cette évolution est devenue évidente dès le début de l'an dernier, avec l'imposition soudaine de tarifs douaniers par l'administration Trump. Et elle a été renforcée par les événements subséquents jusqu'au conflit en Iran inclusivement. En réponse, nous avons réduit notre exposition aux actifs américains. Bien sûr, nous maintenons une exposition importante au marché boursier américain et aux entreprises américaines innovantes et rentables que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Toutefois, nous avons réduit nos avoirs en dollars américains d'environ 20%, notamment en liquidant l'ensemble de nos positions directes en bons du Trésor américain l'an dernier.
Nous avons redéployé les sommes dégagées par cette réduction de l'exposition aux États-Unis vers d'autres actifs qui, selon nous, offriront à la fois de meilleurs rendements et une diversification accrue dans ce nouveau contexte mondial. Cela comprend des placements en actions et en titres à revenu fixe dans les marchés développés et émergents, ainsi que les expositions pouvant mieux protéger contre une résurgence de l'inflation, en particulier l'or et d'autres matières premières. C'est dans ce contexte que nous avons également recommencé à investir davantage dans les actifs canadiens. Le Canada est un producteur fiable de matières premières dans un monde où l'offre devient plus en plus rare. C'est un avantage important. L'économie nationale au Canada demeure fragile, mais cette faiblesse est largement prise en compte par les marchés. Nous estimons que toute amélioration à partir d'ici, combinée au soutien de facteurs mondiaux, créera l'environnement le plus propice à la surperformance des actifs canadiens depuis longtemps. En conséquence, nous surponderons le marché boursier canadien et le dollar canadien pour la première fois depuis 13 ans. Nos répartitions peuvent et vont continuer d'évoluer à mesure que le monde continue d'évoluer et que nos perspectives changent. Mais ce qui ne changera pas, en revanche, c'est notre processus éprouvé de répartition de l'actif, conçu pour s'adapter à ces changements et poursuivant sans relâche l'objectif de maximiser les rendements tout en gérant les risques pour nos investisseurs. Pour conclure, je tiens à remercier tous les conseillers à l'écoute aujourd'hui pour leur soutien continu. C'est grâce à vous que les portefeuilles gérés sont devenus la gamme de solutions de portefeuille la plus performante au Canada. Lorsque je me suis joint à Fidelity en 2013 et que nous avons adopté une approche d'allocation d'actifs tactiques, l'actif total sous gestion s'élevait à 2,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, il atteint 65 milliards de dollars et continue de croître. Donc, merci. Et avec ça, je cède la parole à mes collègues. Merci David pour ces commentaires. Charles Dany, vice-président régional chez Fidelity Investments, évidemment. Je suis en compagnie de deux de mes partners, Marc-Antoine Brunet et Santino de Tony, qui sont VP de district. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une des solutions, une des structures qui est des plus complexes, mais qui en même temps qui est super facile d'intégrer dans votre pratique. Je parle ici des portefeuilles gérés qui sont en business chez nous depuis 19 ans. En fait, on va célébrer 20 ans l'année prochaine, au mois d'avril, je crois. Mes collègues pourront me corriger si ce n'est pas le cas. Fait que merci de vous être déplacés puis d'être avec nous aujourd'hui. Fait que je te donne la parole. Comment est-ce que ça... Quel genre de stratégie est-ce que c'est? Bien, tu l'as dit d'emblée, c'est un produit qui est infiniment complexe, mais peut être facilement intégré dans la pratique des conseillers ou même des courtiers en valeur mobilière. Je pense que le mot qui me vient en tête le plus pour ce produit-là, c'est la question de flexibilité. Tu as un produit pour pas mal tous les profils de risque, passant de conservateur à équilibré, à croissance, à 100% en action. Il y a des bandes tactiques, parce que c'est bien beau toute cette flexibilité-là dans les produits, mais si on ne les utilise pas, ça ne sert pratiquement à rien. Mais tous ces produits-là, pour ceux qui ont du revenu fixe là-dedans, ont un plus ou moins 15 comme bande tactique pour décider de renchérir sur les obligations ou renchérir sur les actions. Je ne vous cacherai pas que depuis que je suis Fidelity, ça fait 9 ans, on a pas mal plus overweight ou surpondéré en action depuis tout ce temps-là. Mais dans les dernières années, ou surtout depuis la fin de 2024, l'équipe a utilisé cette flexibilité-là beaucoup plus souvent, à mon avis. Là. Donc, si on peut donner un peu comment est-ce qu'on était positionné en 2024, on croyait pas mal à l'exceptionnalisme américain. Surtout qu'on a eu une nouvelle administration, on a décidé, avec tout ce qui se passait d'un point de vue guerre tarifaire, un peu un gros questionnement sur la mondialisation. L'équipe a décidé de rebrousser chemin d'une certaine façon puis commencer à retrousser un peu notre exposition américaine qui est, à mon avis, un peu contrarienne versus le consensus qu'il y avait dans le marché pour ramener un peu plus d'exposition au Canada.
On a énormément géré aussi l'exposition de la devise parce que dans une ligne, dans un état de compte, on peut penser que toutes ces choses-là ne bougent pas autant. Je pense qu'il y a beaucoup de produits sur le marché qui disent qu'ils sont tactiques, mais en réalité, ils sont stratégiques, ça ne bouge pas. Nous, on n'a pas peur. Quand l'équipe de répartition d'actifs change d'idée ou une idée ou un positionnement dans le portefeuille, que ce soit d'être plus positif, plus bullish envers les marchés ou de se pondérer, être un peu plus spécifique quand il y a des obstacles potentiels au marché, ils vont faire des gestes assez importants. Tu l'as mentionné brièvement, mais c'est la première fois en 12 ans actuellement, on est surpondéré les actions canadiennes. Ont été surpondérées les actions américaines de façon importante. Donc, ils font vraiment des changements importants. Puis, peut-être parler un petit peu de l'équipe de gestion. On a vu David Wolf discuter un petit peu du positionnement actuel du portefeuille plus tôt. Mais lui et son équipe, c'est tous des ex-banquiers centraux. Puis, je pense que c'est important parce que en réalité, depuis 2008, depuis la crise financière, c'est beaucoup les gestes des banques centrales qui ont impacté dramatiquement la direction des marchés. Donc, avoir une équipe comme David Wolf, David Talk puis Ilan Collett, qui ont tous travaillé à la Banque du Canada, ça leur donne un petit peu une vision supplémentaire que possiblement d'autres gestionnaires, d'autres stratèges n'ont pas, pour savoir vraiment comment que ça fonctionne à l'intérieur de la tête d'un banquier central. Là. Donc, je pense que ça a été un atout. Eux autres, évidemment, c'est l'équipe de répartition d'actifs. Donc, leur but, c'est d'ajouter de la valeur, justement, en jouant avec les actions versus les obligations, la géographie des actions, le type d'obligations. Puis on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais ça, c'est souvent sous-estimé. Le package que tu as en revenu fixe à l'intérieur de ces portefeuilles-là est complexe. Oui. C'est impossible à répliquer, en fait. Peu importe les licences que tu as, bonne chance à essayer de répliquer ça. Ça prendrait pas mal de code de fonds pour répliquer ce qui se passe dans le côté revenu fixe. Mais je peux-tu vous poser une question? Si vous aviez une image à nous donner sur des portefeuilles gérés, tu as parlé de l'équipe de David, les David, Ilan. Mais les gens, pour qu'ils voient ça, il y a une équipe qui fait que ça, et puis on fait la sélection des fonds ou peut-être d'autres solutions qui vont bâtir le portefeuille. C'est un portefeuille de portefeuille. Oui, c'est un fonds de fonds, puis l'équipe l'a toujours mentionné. Tu as l'étage avec l'équipe macroéconomique, avec David Wolf, David Talk et Ilan Collett, puis après ça, tu as les gestionnaires sous-jacents par classe d'actifs. Donc, c'est bien beau avoir une thèse macroéconomique, mais souvent, nos gestionnaires David Wolf, David Talk doivent confirmer un peu ce qu'ils voient d'un point de vue macroéconomique sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain exactement. Je pense que 2025 puis 2024 a été 2 années très propices à cette vision-là, où tu avais énormément de questions sur l'intelligence artificielle. On a un des meilleurs gestionnaires dans l'industrie avec Mark Schmelt puis Innovation mondiale, qui est quand même une grosse portion intégrale des portefeuilles gérés, de confirmer que tout ce qui se passait dans l'intelligence artificielle d'un point de vue investissement, où est-ce que la technologie s'en venait, puis qu'il y avait une adoption de la population, puis même du monde corporatif. Est-ce que le mot qui était sur les lèvres de pas mal tous les investisseurs, c'est « y a-t-il une bulle là-dedans » ? Puis nos gestionnaires, de regarder l'exposition à des gestionnaires comme Mark Schmelt ou même de renchérir dans son exposition, quand on nous confirme ce qui se passe sur le terrain, d'après moi, c'est un avantage versus quelqu'un qui fait ça chez lui ou qui tente de répliquer un peu ce qui est fait dans ses portefeuilles-là. Parce que tu n'auras pas cette conversation-là directement avec ce gestionnaire-là ou tu n'as pas ces ressources-là. Fait que pour ceux qui ont leur gestionnaire favori, très souvent, ces gestionnaires-là se retrouvent à l'intérieur. Puis là, je veux juste vous... C'est bien important parce que des fois, des fonds de fonds, les gens ont des préjugés, ça coûte plus cher, c'est ci, c'est ça. On met des fillers dedans parce que vous avez des commentaires à ça? 2 commentaires. Premier commentaire, c'est que la rémunération de l'équipe de répartition d'actifs est en lien avec l'investisseur. Donc, comme nos gestionnaires sont payés sur la performance en absolu et versus leur pair. Donc, c'est dans meilleure intention de l'équipe de répartition d'actifs de mettre les meilleurs produits. Puis, la réalité, c'est ça. Donc, l'équipe de répartition d'actifs ajoute la valeur avec leurs gestes, avec leurs gestes stratégiques, pas stratégiques, je devrais dire, mais tactiques au niveau du portefeuille. Mais également, ils ont la tâche peut-être plus facile que d'autres joueurs parce qu'on a de la profondeur. Ils ont accès à des Daniel Dupont. Daniel Dupont se retrouve dans ces portefeuilles-là. Accès à Hugo Lavallée. Évidemment, Mark Schmelt, Will Danoff en portefeuille. Donc, ils ont accès. Ça démontre également la profondeur de la firme parce qu'on a ces différents types de gestionnaires, on a ces différents styles. Donc, l'équipe de David Wolf vont mettre qu'est-ce qu'ils croient que c'est le meilleur gestionnaire pour le meilleur moment dans le portefeuille, pour le positionnement. Pondération. Exactement. Puis, ils ont un choix assez extraordinaire de gestionnaires. Il faut que tu répondes à la question, par exemple, ça coûte plus cher? Non, ça coûte pas plus cher. Fait que c'est tout dépendant de ta catégorie, tu es dans le même price range qu'un fonds équilibré. Il n'y a pas une surcharge. Non, absolument pas. Fait que c'est comme si tu avais la répartition d'actifs gratuitement. Oui. Bien, la meilleure façon, je l'explique, c'est quand tu achètes ces produits-là, tu as vraiment accès à la thèse complète d'investissement de fidélité. Donc,
Pour des ratios de frais de gestion à 1,1 en partant en série F, je pense que c'est assez raisonnable, surtout si on combine avec les programmes privilèges puis les regroupements de comptes de taille. 1,1, là, tu es dans quel. Série F. Oui, mais tu es Au dans plus quel- cher. C'est le plus cher. C'est le plus OK, cher fait que ça, possible. c'est 100% en stock, le genre d'affaires. Ouais. Là. C'est réparti à travers le monde Ouais. avec de l'international. OK. Fait qu'on a parlé de performance, on a parlé de tactique. Où est-ce que vous voulez aller? Là? Fiscalité, le choix des gestionnaires, comment est-ce qu'ils font? Pourquoi on ne parle pas de fiscalité? On va sortir toute la poutine en partant. Ça performe. Ouais. La stratégie, on en a parlé. Puis après ça, en plus, Ouais. non seulement c'est performant, mais c'est performant d'un Ouais. point de vue fiscalité. Je peux commencer. Oui, vas-y. Bien, ces produits-là font tous partie de la structure des capitaux. Donc, c'est un avantage. Y a-t-il des exceptions à ça, Santino? Y en a-tu un ou deux qui le sont pas? Il y a 2 modèles à faible volatilité OK. qui ne sont pas partis, sauf que les 2 revenus, les 2 équilibrés, les 2 croissances et le 100% action font partie de la structure des capitaux. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact, parce que le fait de convertir des intérêts et des revenus étrangers en gain de capital reportés, surtout quand les taux d'intérêt sont à 4-5 on parle au-dessus de 1 d'économie d'impôts. Donc, si on paye 1 moins d'impôts, mais c'est 1 plus de rendement. Puis, je voulais juste partager des chiffres de une année comme 2025 pour que les gens soient capables de le chiffrer vraiment, là, quel est l'impact fiscal. Donc, évidemment, la performance, on en a parlé tout à l'heure, la performance, c'est ce qui est le plus important, tu sais, la performance avant la fiscalité, mais si tu peux avoir les deux ensemble, et c'est là que c'est le perfect storm à ce niveau-là. Donc, un produit comme Revenu mondial a fait un rendement 10,73 exact, pas exact en 2025. Mais c'est sûr que vous allez avoir une dividende à chaque année, une dividende canadienne et de temps en temps un dividende de gain de capital. Mais pour l'année 2025, il y avait seulement une dividende canadienne. Donc, on parle de 22 points de base, donc 0,22 de distribution taxable pour l'année 2025. Donc, si on prend un exemple d'un portefeuille d'1 million, ça veut dire 2 200 de distribution taxable pour l'année 2025. Pour un portefeuille qui est 60 de revenus fixes, où que la majorité des actions sont à l'étranger, donc il y a des dividendes étrangers dans ça. C'est assez extraordinaire. Donc, une dividende de 2200, c'est quoi? Le 40 d'impôt à payer sur ça? Donc, on va dire, c'est ça, 1000 $ max d'impôt pour un portefeuille de 2 millions, où vous avez 600 000 obligations et 400 000 d'actions. C'est assez extraordinaire. Dans un cadre d'une fiducie, la facture d'impôt sera beaucoup plus importante. Donc, non seulement que la performance... Fiducie ou autre structure? Autre structure, exactement. Une détention directe ou Ouais. un SMA ou une plateforme X, un produit offert dans une banque privée ou une affaire comme ça. Donc, la fiscalité est hors pair, puis on sait toutes les implications de la fiscalité, que ce soit les compagnies de gestion, les compagnies opérantes. Si on génère plus de gains de capital, on va tirer des avantages qui sont vraiment intéressants pour le propriétaire de l'entreprise et tout ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer la fiscalité de ces produits-là, surtout dans le contexte actuel. Et il y a très peu de façons de baisser notre facture d'impôt. De moins en moins, le gouvernement diminue à gauche et à droite. Donc, voici une façon claire où on peut respecter la tolérance au risque, le niveau de risque que vous voulez prendre, avoir de la belle performance qui est top quartile, mais ainsi baisser votre facture d'impôt d'une façon très, très, très importante. Étant donné que tu as parlé fiscalité, je veux juste m'assurer que les gens comprennent aussi que c'est simple. Tu reçois le feuillet à la fin de l'année. Il n'y a pas, même si tu détiens des centaines de titres, voire même peut-être des milliers. Ouais. T5, 2 cases qui vont être remplies s'il y a lieu, aussi simple que Ça ça. ne coûte pas trop cher à comptable, ça. Non. T'avais-tu quelque chose à rajouter, toi, sur la fiscalité? Bien, je veux dire, Santino tentait il donnait un exemple sur ce qui s'était passé en 2025, mais je veux dire, ça a été répliqué aussi en 2024. Il y a eu juste des distributions de dividendes canadiens, puis on n'a pas besoin de chercher trop loin pour voir c'est quoi un exemple qui est à l'extérieur de la structure corporative. Je regarde la distribution totale pour le revenu mondial en fiducie, c'était 3,39 en 2025. OK. Fait que c'était un petit peu plus que 10 fois ce qui avait été versé en 2025 pour la version en catégorie, puis tu en avais eu 3 types de distribution, dont de l'intérêt, du dividende étranger, du gain en capital. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. C'est exactement le même produit, tu as juste un code de fonds différent, ça ne coûte pas plus cher, les positions sont les mêmes. Tu as ton feuillet à la fin de l'année, je pense que c'est un tout cru dans le bec. Santino, toi et moi, ça fait des décennies qu'on travaille ensemble, ça fait une couple de décennies qu'on regarde la structure corporative rouler. Il n'y en a pas de downside, cette affaire-là. Là. Non. Surtout pas chez nous. Oui, quand elle est bien gérée, Elle est puis bien gérée. beaucoup de gens ont l'impression que les structures de capitaux, ils se font dire qu'il y a eu des changements au niveau de la réglementation, que c'est plus permis, mais c'est totalement faux. La réalité, quand une structure est bien gérée, il faut vouloir la gérer comme du monde. C'est pas très compliqué. C'est extraordinaire comme produit. Je ne voudrais pas manquer l'opportunité aussi, vu qu'on parle de fiscalité de ces produits-là, qui sont la structure corporative a bien d'autres produits.
mais on n'a pas parlé du PRST. Puis pour ceux qui s'ennuient des Income Trust, là, il y a, je sais pas, est-ce qu'en 30 secondes, chacun voit votre image de qu'est-ce que c'est un PRST? Parce que ça, c'est un avantage incroyable quand tu as besoin de cash flow. Là. Bien, encore une fois, je pense que tu as mis le mot là-dessus. Tu veux décider un peu ou tu veux reprendre le contrôle un peu sur quand est-ce que tu vas payer de l'impôt. Puis avec le PRST, le fait qu'on te redonne du capital jusqu'à un maximum de 8 par année, c'est certain que tu te crées un gain en capital que tu vas déclencher dans le futur, mais je ne connais pas beaucoup de structures qui permettent à l'investisseur de décider quand est-ce qu'ils veulent déclencher ce gain-là. Donc, pour que ça soit corpo, pour que ça soit personnel, je pense que c'est un outil indispensable. Puis d'ailleurs, chez Fidélité, depuis 2 ans, je ne me trompe pas, on peut maintenant demander un paiement fixe. Donc, il y a un petit peu moins de variabilité ou d'incertitude sur le paiement que tu peux recevoir avec pour tes clients. Si jamais il y a un client qui a un coût fixe, qui sait exactement c'est combien par mois ou par année qui est supposé payer, mais au moins avec cette structure-là, tu peux t'assurer que c'est du retour de capital, puis tu vas avoir exactement le montant que tu as demandé jusqu'à l'avis du contraire, jusqu'à un maximum de 8 fait que du retour de capital avec des structures qui sont conservatrices dans certains cas. Oui. L'application, avant qu'on saute à d'autres affaires, l'application, vous avez des courtiers en valeurs mobilières qui sont des clients, des planificateurs financiers de toutes les firmes. Est-ce que les courtiers de plein exercice, comme les planificateurs, utilisent toujours de la place pour un bon produit dans un modèle. Puis, toujours de la place. Puis la réalité, c'est que une entreprise, un entrepreneur vend son entreprise, plusieurs millions à investir. Comment vous allez attirer le client? Une des façons les plus faciles, c'est sur la fiscalité. Et il y a très peu de produits comme ça sur le marché, surtout avec la stabilité de performance. Donc, moi, dans ma clientèle, que ce soit un planificateur financier ou un courtier en valeurs mobilières plus traditionnel, les deux utilisent ces produits-là parce que tout le monde veut sauver de l'impôt. C'est fair. On a parlé de choix de gestionnaire, on a parlé de gestion de devises, différentes catégories de classes d'actifs. Pour ceux qui pensent qu'on met juste du revenu fixe plate là-dedans, est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Peut-être, pourquoi vous ne me donnez pas un exemple de move tactique qui a été fait, soit dans des sleeves particulières? Mais j'aimerais ça que les gens comprennent que tu as toutes les catégories de revenus fixes. Là. Bien, quand tu dis tu as tout, tu as littéralement tout. Si je ne me trompe pas, l'équilibré mondial, tu as à peu près 13 positions de fonds de revenus fixes sous-jacents. Tu en as qui sont hedgés contre la devise pour ramener le rendement en dollars canadiens. Il y a eu des changements dans les dernières années qui ont fait qu'on a réduit. En fait, on a augmenté notre hedging par rapport du dollar américain au dollar canadien. Donc, on a un peu de tout dans le revenu fixe. L'équipe est capable d'amener sa vision du marché du revenu fixe, mais quand tu regardes les catégories de revenus fixes dans cette sleeve-là, tu as des obligations gouvernementales, tu as des obligations corporatives à rendement élevé, tu as des obligations corporatives de crédit supérieur. Un petit peu de tout. Tu as pas mal de tout. Donc, puis l'équipe, même dans cette sleeve-là, je vous dirais qu'elle a été plus tactique dans les dernières années qu'elle l'a été. C'est sûr que du côté des actions, ils ont bougé pas mal, mais les décisions qu'ils ont prises depuis 2020 pour faire attention à notre sleeve de revenus fixes, pour s'assurer qu'on ne se fasse pas avoir par l'inflation, à mon avis, ça a été leur meilleur call depuis qu'on a eu la pandémie en 2020. Là. Puis, je pense que c'est important de mentionner, c'est que ils vont mettre des produits externes quand il y a besoin. Donc, oui, on a nos fonds, mais parfois, on a des classes d'actifs qu'ils veulent inclure dans le portefeuille qu'on n'a pas de fonds. Il y a des mandats institutionnels. Donc, ils vont inclure des mandats institutionnels dans le produit. Il y a déjà de fidélité. De fidélité, exactement. Mais également, ils vont acheter des indices passifs. Il va y avoir une classe d'actifs bien spécifique, des TIPS, des obligations à taux réel, rendement réel américain. Mais on ne gère pas de produits comme ça, que ce soit l'institutionnel ou au niveau du retail, mais ils vont aller chercher un FNB pour aller combler ce besoin-là. Encore une fois, on revient à la base. Cette équipe-là va faire ce qui est mieux pour les investisseurs, maximiser le rendement pour le risque. Donc, si le produit est à l'interne, si ce n'est pas disponible, on va aller ailleurs. Je pense à un autre élément tactique. C'est ajouter de l'or dans le portefeuille. Ça fait longtemps qu'il y a de l'or, mais c'est un indice d'or. C'est le lingot physique que l'indice agite indirectement. Donc, on va inclure des classes d'actifs non traditionnelles dans le portefeuille s'ils croient que c'est la chose à faire pour se protéger, être opportuniste ou se protéger contre un risque éventuel, un risque du marché. Vous êtes tous les deux des partenaires de longue date et tous les deux CFA. Oui. Est-ce qu'on aurait besoin de, disons que Charles a un 60-40, là, parce que je suis rendu à cet âge-là, j'ai-tu besoin d'avoir une autre ligne? Non. Absolument pas.
Dans le fait, la prémisse de ces produits-là, ça a été bâti pour être bâti un peu comme un fonds de pension. L'équipe a une pensée à chaque fois qu'ils parlent de leurs produits. Ils disent qu'ils veulent être infiniment curieux sur la diversification. L'ajout des stratégies alternatives qu'on a faites dans le portefeuille, ça a été fait par nous-mêmes, ça n'a pas été fait par Charles qui détenait cette ligne-là. Bref, le fait qu'on est toujours avant-gardiste ou à l'affût de comment est-ce qu'on pourrait diversifier le portefeuille en termes de position fait en sorte que, d'après moi, tu n'as pas besoin d'une autre ligne. Il y a une raison pour qu'on appelle ça des solutions clés en main. C'est parce qu'encore une fois, Santino l'a mentionné, c'est pas statique. C'est pas béton dans le ciment. Je pense que le fait on est constamment en train de regarder si on peut améliorer l'espérance de risque-rendement du portefeuille. Puis ça a tellement l'air simple que des fois, on cherche à... Malheureusement, dans notre domaine, le côté perception, des fois, il prend le dessus. Souvent, avec les rendements à long terme, je pense que ça parle d'eux-mêmes. Là. Mais j'ai un conseiller qui m'avait donné la façon qu'il présentait les portefeuilles gérés. Il disait c'est comme un iPhone. iPhone, c'est super facile. Hein? Tu pèses l'écran. Un enfant de 2 ans est capable d'utiliser. Sauf à l'arrière, c'est extrêmement sophistiqué. Il y a plus de technologie que dans, je ne sais pas quel, le Challenger dans le temps. Mais c'est extrêmement sophistiqué. C'est très simple, mais c'est sophistiqué. Tactique. Quand on a besoin d'être tactique, on va l'être, puis on ne se gêne pas de le faire. Tu as mentionné des produits alternatifs. En 1 ou 2 minutes, là, toi, tu as vu l'évolution de ce qui était dedans, rentrée, sortie. Oui. Est-ce que tu peux nous donner 2 exemples? Parce que, comme tu dis, on n'est pas statique dans les produits, mais non plus dans la répartition d'actifs. Oui, exactement. Mais donc évidemment, depuis quelques années, le côté produits alternatifs devient plus populaire. L'équipe est flexible. Ils peuvent avoir une allocation assez importante aux produits alternatifs dans le produit. On a commencé à en ajouter il y a quelques années, dont certains de nos gestionnaires qu'on a, des produits plus des 130-30, donc des longs cours, des stratégies long cours. Donc, il y a un pourcentage alloué à ça. Mais je dirais qu'à la base, la position de l'or, c'est une position, je dirais, alternatif d'un certain point, c'est non traditionnel, disons. D'aller avec des classes d'actifs comme des convertibles, des obligations, des TIPS, donc des obligations en rendement réel également, c'est non traditionnel. Donc, ils ont toujours ajouté ces types de classes d'actifs-là, même quand ce n'était pas le buzzword ou qu'est-ce qui était populaire dans l'industrie. Et encore une fois, ils ont la latitude de le faire et ils vont faire ce qu'ils croient que c'est le mieux pour le client. Donc, on ne va pas mettre 20 parce que c'est populaire de dire que le fonds de pension XYZ a 20 40 dans des placements privés. Ils vont aller à la hauteur qu'ils croient qui va maximiser le rendement pour les investisseurs. Le temps a filé, il nous reste juste quelques minutes. Je veux juste m'assurer de vous poser une dernière question. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, n'en a jamais détenu, lequel que vous trouvez qui est le plus sous-estimé ou qui devrait être regardé le premier, ou pour quel besoin celui qui est le plus sous-estimé? Moi, je pense que je suis un peu biaisé parce que je pense que je suis un peu plus jeune que Santino. Là. Pas je pense, mais je le sais. Mais moi, celui qui est le plus estimé, à mon avis, c'est le portefeuille croissance mondiale. Parce que tu as une répartition nerd de 85 en actions, un 15 en revenu fixe. Donc, encore une fois, ça revient un peu à ce que je veux détenir le plus long terme, puis maximiser mes chances de rester investi dans un produit quand le marché, le sentiment du marché ou la volatilité augmente un petit peu plus, ou ce que tu as une incertitude un peu plus élevée par rapport à ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, comme on peut le ressentir aujourd'hui. Pour moi, le fait que je sois surexposé en action ici, avec une possibilité que si on a le mot R ou comme le mot récession qui se pointe éventuellement, parce que ça va arriver, mais mon équipe a de la latitude de monter jusqu'à 15 de plus dans le portefeuille en obligations. Donc, pour moi, le fait que j'ai un long horizon de placement, le fait que j'ai tous ces outils-là dans le coffre pour me permettre de passer à travers une tempête qui pourrait se présenter, fait en sorte que ça maximise mes chances d'aller faire le rendement 15 ans que tout le monde aimerait avoir, mais malheureusement, des fois, ils sont dans des stratégies qui ne sont pas capables de rester investis. Il faut garder la vision sur le long terme puis vers l'avant. Avec une fiscalité qui a bien de la valeur. Exact. J'ai un portefeuille qui est super bien fait historiquement. C'est peut-être un gestionnaire, un style, une bonne décision. Là, c'est plusieurs petites décisions. Puis c'est ça que vous voulez dans votre pratique. Vous voulez une stabilité. Exactement. Vous voulez pas de mauvaise conversation avec vos clients. Non, je vais répéter une couple de thématiques là, parce que c'est le temps de vous dire au revoir. Une super diversification, plusieurs gestionnaires, gestion de devises, gestion qui va être stratégique, tactique, toute la patente, des classes d'actifs qui sont différentes également, fiscalité qui est hors du commun, là, c'est quand on compare à nos compétiteurs ou les autres coquilles qui sont disponibles au Canada. Donc tout ça ensemble fait en sorte que c'est une solution, les fonds, les portefeuilles gérés. Les portefeuilles gérés sont une solution qui devrait retenir votre attention.
Donc, au nom de mes 2 collègues qui sont ici avec moi et des 2 David ainsi que Elon Collette, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnés. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!